Donc, le titre de la présentation, comme vous l'avez vu, c'est PubMed et les Medical Subject Headings, ce qu'on appelle généralement les MESH, et c'est comme ça que je vais les appeler la plupart du temps pendant la présentation. Je prends une petite minute pour me présenter. Je m'appelle Julien Chevrier, je suis bibliothécaire à la bibliothèque Louise Lalonde Lamarre, qu'on appelle habituellement la bibliothèque de Polytechnique, et je m'occupe notamment du génie biomédical et du génie physique à la bibliothèque. Je me suis joint à Polytechnique il y a quelques mois seulement, au printemps dernier. Pendant les dernières années, je travaillais comme bibliothécaire dans le réseau de la santé, notamment à l'Institut national de santé publique du Québec. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec PubMed et avec Medline. C'est un sujet que je connais bien. Et donc, c'est pour ça que c'est moi qui donne la présentation aujourd'hui. C'est la première fois qu'on donne cette présentation-ci, donc c'est tout nouveau. Donc, je vais être très intéressé à voir vos commentaires à la fin de la présentation si vous en avez. Donc, on va y aller tout de suite. Et n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions en français, or you can ask your question in English, no problem. Donc, voici le plan de la présentation. Je vais faire une petite introduction où je vais distinguer Medline et PubMed, qu'on utilise parfois comme des synonymes, mais qui sont différents. Puis ensuite, je vais vous présenter la plateforme comme telle. Pour vous présenter la plateforme et les fonctionnalités, je vais utiliser deux scénarios d'utilisation. Le premier que j'ai appelé la recherche simple ou exploratoire, c'est-à-dire, selon ce scénario-là, vous utiliseriez PubMed un peu comme vous le faites avec Google, c'est-à-dire pour trouver quelques articles pertinents sur un sujet, peut-être parce que vous commencez votre recherche, peut-être parce que c'est un sujet que vous connaissez moins. Et donc voilà, on va commencer avec ça. Ensuite, pour présenter d'autres fonctionnalités de la plateforme, je vais utiliser un scénario que j'appelle de recherche experte, où là, on utiliserait une requête très élaborée avec laquelle on espérerait, là, dans un monde idéal, capter tous les articles de la base de données qui portent sur le sujet qui nous intéresse. C'est le genre de recherche qu'on ferait en préparation à une revue de la littérature, par exemple. Et pas seulement une revue de la littérature que vous feriez en introduction à un article que vous voudriez écrire, mais à un article qui constituerait une revue de la littérature, par exemple. Après avoir présenté ça, je vais passer aux mèches qui vont occuper quand même une bonne partie de la présentation. C'est pourquoi ils se trouvent dans le titre de la présentation. Donc, je vais vous expliquer ce que sont les mèches et c'est quoi leur utilité. Puis ensuite, je vais faire quelques démonstrations de recherche d'articles scientifiques en utilisant seulement les mèches. Puis, après ça, je vais revenir à mon scénario de recherche experte pour vous montrer comment on pourrait y intégrer les mèches et je vais parler de l'utilisation des mèches et de la recherche dans PubMed en général pour terminer cette section-là. Comme vous voyez à l'écran, j'ai une dernière partie en vrac si le temps le permet. Le temps le permettra sûrement pas, mais je vais passer rapidement sur les diapositives qui portent sur ces sujets-là. Je pourrais rester après la fin de la présentation pour vous expliquer ces éléments-là si ça vous intéresse. Euh, et je vais aussi, en fait, ma collègue va vous faire parvenir la présentation PowerPoint de la présentation après, là, comme ça, vous pourrez aller la consulter pour consulter ces sections-là si elles vous intéressent. Dans un monde idéal, on aurait ajouté des exercices pendant ce webinaire-là, mais on manquait un peu de temps, ce qui fait que je vais faire beaucoup de démonstrations, mais je n'aurai pas le temps de prendre des pauses pour vous faire des exercices. Par contre, je vais vous partager un petit document. Donnez-moi un petit instant. C'est un petit document c'est un fichier texte, en fait, qui contient les requêtes que je vais utiliser pendant la présentation. Donc, si vous le désirez, vous pourrez suivre sur votre poste les démonstrations que je fais devant vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire, puis je ne vous recommande pas de le faire, mais si vous voulez le faire, vous pourrez le faire. Laissez-moi juste retrouver mon petit document. Je vais le mettre dans le chat. Donc, normalement, vous devriez pouvoir le télécharger. Là. Ça s'intitule Requête webinaire PubMed. C'est un petit fichier texte, comme j'ai dit, qui contient toutes les requêtes que je vais utiliser dans mes démonstrations. Super. Et là, j'ai préparé
ce webinaire-là en essayant d'avoir en tête tous les participants possibles. C'est-à-dire qu'au début, on va commencer vraiment par la base. Si vous avez déjà utilisé PubMed, probablement qu'au début, je ne vous apprendrai rien, mais plus on va avancer, plus je vais présenter des fonctionnalités plus avancées, je dirais. Donc, j'espère que tout le monde pourra apprendre quelque chose. Mais comme j'ai dit, si vous avez déjà un peu d'expérience avec PubMed, probablement que les premiers trucs que je vais vous montrer, vous les connaissez déjà. Alors, je vais commencer avec la recherche simple. Donc, comme j'ai dit, la recherche simple ou exploratoire, ben, c'est un peu… ah non, excusez-moi, j'ai une petite introduction à faire. Je reviens à la recherche simple et exploratoire. Je vais juste introduire en présentant la différence entre Medline et PubMed. Donc, peut-être que vous connaissez déjà cette distinction-là, mais je voulais la faire pour que ce soit clair pour tout le monde. Medline, c'est la base de données et PubMed, on peut la considérer comme une plateforme qu'on utilise pour avoir accès à la base de données. Je le précise, entre autres, parce qu'à Polytechnique, on a accès à Web of Science et à SciFinder, qui sont deux autres plateformes qu'on peut utiliser pour interroger Medline. Mais la plateforme que je présente aujourd'hui, moi, c'est PubMed. PubMed a deux grands avantages. D'abord, c'est une ressource qui est gratuite. Et deuxièmement, c'est une ressource qui permet une utilisation très sophistiquée des mèches pour la recherche d'articles scientifiques, plus par exemple que Web of Science. Donc, et c'est pour ça que je vais passer pas mal de temps là, sur les mèches pendant la présentation. Donc, voilà. Donc, je commence avec mon premier scénario d'utilisation pour vous montrer les fonctionnalités de PubMed et je vais tout de suite commencer avec une démonstration. Donc, je vais aller dans PubMed sur mon poste, comme vous le voyez là. Et ce que je vais faire, c'est vous montrer rapidement comment on peut utiliser PubMed pour faire une recherche simple ou une recherche exploratoire, une utilisation un peu comme celle qu'on ferait de Google, c'est-à-dire où on met quelques mots-clés et on recherche. Pendant la présentation, je vais utiliser presque toujours le même exemple que j'utilise immédiatement, qui est celui-ci, c'est-à-dire que le sujet que je vais utiliser en exemple, c'est la spectroscopie Raman en combinaison à l'apprentissage machine pour le diagnostic du cancer. Et donc, disons que je m'intéresse à ce sujet-là et que je débute et je veux avoir une idée du volume de littérature ou je veux trouver quelques articles pertinents sur le sujet, bien, je pourrais commencer par entrer quelques mots-clés dans PubMed et cliquer sur Search, tout simplement. Donc, une fois qu'on a lancé la recherche, la plupart du temps, PubMed va nous retourner un ensemble de résultats. Dans certains cas, il va nous en retourner deux. Et c'est l'exemple qu'on a à l'écran. J'ai un ensemble de 4 résultats en tête et ensuite, j'ai un peu plus de 100 résultats qui s'affichent par la suite. Ces 4 résultats-ci apparaissent pas toujours, mais ils sont apparus dans ce cas-ci parce que PubMed a interprété la requête que j'ai entrée ici et se dit, entre guillemets, probablement que l'usager recherche un article en particulier dont il connaît le titre, par exemple. Et donc, les premiers résultats qu'il y a ici, c'est des articles dont le titre contient les mots qu'il y a ici. Mais bon, comme je dis, cet ensemble-là n'apparaît pas toujours. Les vrais résultats, si on veut, sont ici. Je vais juste faire un petit changement que j'avais oublié de faire. Je vais mettre en best match. Donc, ce que je viens de faire là, c'est que j'ai changé le tri. Le tri par défaut dans PubMed est un tri par pertinence, c'est-à-dire que les résultats qui se trouvent ici sont ordonnés selon un algorithme et donc les premiers résultats dans la liste sont estimés à être plus près de ma requête et donc d'être plus pertinents. Donc, je vais cliquer sur un titre pour aller vous présenter une notice PubMed plus dans le détail. Si vous avez l'habitude d'utiliser des bases de données de littérature scientifique, il n'y a rien qui va vous surprendre là. C'est organisé comme ça l'est habituellement, mais je la parcours quand même rapidement avec vous. On a d'abord le titre, les auteurs, on peut faire
afficher l'affiliation des auteurs en cliquant ici. Et on a le résumé. Et à la fin de la notice, on va trouver les mèches ici qui décrivent le sujet de l'article. Je vais revenir sur les mèches un peu plus tard dans la présentation. Donc, voilà. Si vous voulez avoir accès au texte intégral de l'article, vous avez les liens qui se trouvent généralement à droite ici. Dans ce cas-ci, c'est un article en libre accès. Donc, que vous cliquez sur le lien vers le site de l'éditeur ou vers le lien vers une copie gratuite, là, ça ne changera rien. Si c'était un article qui n'était pas en libre accès et auquel on ne semblait pas avoir accès, vous pourriez utiliser le bouton Document qui tente de chercher le texte intégral de l'article dans les abonnements de la bibliothèque. Je vous ai dit que pour l'instant, je vous présente PubMed pour quelqu'un qui ferait une recherche exploratoire, donc qui cherche à obtenir quelques articles sur un sujet en particulier. Je vais vous montrer quelques fonctionnalités qui se trouvent dans la colonne de droite ici, qui sont utiles quand on est dans cette situation-là. On a 3 rubriques ici, Similar Articles, Cited by, puis References, et on peut utiliser ces 3 rubriques-là pour trouver des articles qui portent sur un sujet semblable à celui qu'on a sous les yeux. Donc, dans la mesure où cet article-là nous intéresserait et qu'on voudrait trouver plus de littérature sur le même sujet, on pourrait utiliser les rubriques ici. Similar Articles, c'est un ensemble qui est généré par un algorithme, encore une fois, d'articles qui risquent de porter à peu près sur le même sujet que celui qu'on avait sous les yeux. Lorsqu'il y a des articles qui citent l'article qu'on a sous les yeux dans la base de données, ils se retrouvent sous la rubrique Cited by. Et on peut également consulter la liste de références de l'article. Et comme vous avez vu, là, il y a des petits raccourcis ici vers chacune de ces sections-là. Donc voilà pour... ah non, il me reste une dernière chose que je veux vous montrer. Comme présentation générale de PubMed. Je veux vous présenter les filtres qui se trouvent dans la colonne de gauche ici et qui nous permettent de raffiner l'ensemble de résultats qu'on a sous les yeux. Encore une fois, c'est le même type de filtre que vous retrouveriez dans Web of Science ou dans Compendex ou dans une autre base de données de littérature scientifique. Si vous voulez limiter aux dernières années, vous pouvez le faire avec la petite poignée qui est ici. On pourrait descendre, par exemple, aux 3 dernières années de cette façon-là. Les filtres qu'il y a ici, c'est rare qu'on les utilise. Une rubrique qui est intéressante à connaître et pour laquelle je veux vous parler pendant quelques instants, c'est la rubrique Article Type. On va utiliser les filtres sous Article Type le plus souvent pour limiter notre ensemble de résultats aux revues de la littérature. Et on peut être intéressé par les revues de la littérature, mais dans ce cas-ci, parce que je commence à m'intéresser à un sujet, et donc ça peut être un bon point de départ pour moi de lire une revue de littérature sur le sujet. À d'autres occasions, on va avoir un très gros ensemble de résultats, par exemple quelques milliers. Ce n'est pas vraiment praticable de passer à travers ce gros ensemble-là, et donc on va limiter aux revues de la littérature pour commencer par parcourir les revues de la littérature. Donc, pour faire ça, on commencerait par sélectionner Review. Mais comme on est dans PubMed, qui est une ressource en sciences de la santé, sciences biomédicales, c'est très important de ne pas oublier de cocher également Systematic Review et Meta-Analysis. Vous êtes peut-être déjà familier avec ces expressions-là, mais la revue systématique est un type de revue de la littérature qui est très important en sciences de la santé. Et d'ailleurs, si on a des revues systématiques sur un sujet, c'est une bonne idée de débuter par les revues systématiques avant de consulter les revues. Et les méta-analyses, c'est un type de revue systématique qui fait une synthèse quantitative là, des résultats trouvés dans la revue de la littérature. Mais donc, sans entrer dans les détails, parce qu'on n'a pas vraiment le temps aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vous intéressez aux revues de la littérature et que vous êtes dans PubMed, n'oubliez pas de cocher Review, Systematic Review
et meta-analysis. Je vais les décocher pour avoir un ensemble de résultats plus grand. Et comme je l'ai dit et je le répète, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, soit par le chat, en levant votre main ou en prenant la parole simplement. Bon, on a vu les article types. Ensuite, on a la date de publication qui revient un peu à la même chose que mon petit graphique ici. Et on a des filtres additionnels, les additional filters. Je vais aller vous les présenter là, pour vous montrer ceux qu'on pourrait vouloir utiliser le plus souvent. Si c'est un autre type d'article qui nous intéresserait, on pourrait aller le choisir là. Species, ça peut être utile si, par exemple, vous travaillez sur une molécule en particulier. Il y a eu beaucoup d'études animales qui ont été réalisées sur cette molécule-là, mais que vous vous intéressez seulement aux études qui ont été réalisées sur les humains, bien là, vous pourriez sélectionner Humans ici. Et parenthèse, quand vous le cochez là, vous cliquez sur Show et ça va le faire apparaître ici, mais il faut le cliquer une autre fois pour l'activer. Je retourne dans les filtres. Bon, on pourrait limiter notre ensemble de résultats à anglais ou anglais et français. Sexe, peut-être pour quelques sujets en particulier. Et il y a aussi l'âge qui peut être intéressant dépendant de votre sujet. Vous pourriez limiter là, une population en particulier, les enfants, les adolescents, les adultes. Voilà pour les filtres et pour la recherche simple. Je vais parcourir mon PowerPoint. Ah oui, il me restait une dernière chose à montrer avant de passer à la section suivante. Vous voyez au début, j'ai réactivé le tri par pertinence, par best match. Je peux changer ça en allant ici. Et là, maintenant, je vais vous montrer comment effectuer une recherche plus élaborée, que j'ai appelée une recherche experte, lors de laquelle on va utiliser une requête plus élaborée. Par exemple, en vue de préparer une revue de la littérature. Quand on travaille sur ce type de requête-là, c'est préférable de choisir le tri chronologique. Donc, sort by most recent. Donc, c'est fait. Je prends une petite gorgée. Donc, avant de vous présenter la recherche experte, je fais un petit rappel sur les principales étapes de la recherche documentaire, parce qu'avant de se lancer dans une recherche experte, peu importe la base de données qu'on utilise, on a un travail préalable à faire. On ne fera pas ce travail-là aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objectif du webinaire, mais je vais quand même le rappeler rapidement là, pour situer les choses, puis vous montrer un peu les étapes franchies pour arriver à la requête plus élaborée que je vais vous présenter ensuite pour vous montrer d'autres fonctionnalités de la plateforme PubMed. Donc, je vais conserver le même exemple que je vous ai déjà présenté, donc le diagnostic du cancer par la spectroscopie Raman et l'apprentissage machine. Donc, imaginons, par exemple, que je veux réaliser une revue de la littérature sur ce sujet-là. Évidemment, dans la vraie vie, là, probablement que je travaillerais sur un type de cancer, mais pour l'exemple, j'ai décidé d'utiliser le cancer de façon générale parce que c'était utile pour les démonstrations que je voulais vous faire. Donc, disons qu'on réalise une revue de littérature sur ce sujet-là. Première étape, c'est de ramasser la littérature et donc de faire une stratégie de recherche ou une requête bien élaborée qu'on va lancer dans PubMed. Donc, il faut suivre les étapes que vous trouvez ici. Je fais un rappel rapide. Là, si vous voulez approfondir cette matière-là, il y a un guide sur le site web de la bibliothèque que vous pouvez aller consulter. Et à l'occasion, on donne des formations, des présentations sur ce sujet-là aussi. Il faut seulement surveiller le calendrier de la bibliothèque pour les connaître. Donc, je passe rapidement par les étapes. On doit définir le besoin d'information. Dans ce cas-ci, là, on reprend le sujet à peu près tel quel. Dans d'autres cas, il faut réfléchir un peu plus et peut-être
adapter notre sujet à un besoin d'information, mais dans ce cas-ci, on n'a pas vraiment besoin de le faire. Ensuite, on décompose le besoin d'information en concepts. On va voir ça à la prochaine diapositive. On prend chacun des concepts et on le développe, c'est-à-dire qu'on va tenter de trouver toutes les expressions qui désignent le concept. Ça peut être des synonymes du concept, des expressions connexes, des expressions particulières. Vous allez voir dans mon exemple dans un instant. Et donc, il faut identifier toute cette liste d'expressions-là en préparation à l'élaboration de la requête qu'on va lancer dans la ressource. La quatrième étape, c'est lancer la recherche dans la ressource, dans ce cas-ci, PubMed. Et donc, ça demande un dernier travail à cette étape-là qui revient à prendre les expressions de notre plan de concept et à faire une requête qui respecte la syntaxe de la ressource qu'on utilise. Dans ce cas-ci, PubMed. On ne rédige pas une requête de la même façon pour PubMed que pour Web of Science, par exemple. Il faut respecter la syntaxe de la ressource. Ensuite, normalement, il y aurait une étape ou plusieurs étapes d'optimisation où on reviendrait sur notre stratégie de recherche ou notre requête et on l'améliorerait. Ça, on ne fera pas vraiment ça aujourd'hui. Donc, plus visuellement, je vous présente un plan de concept. Donc, dans l'encadré en haut, j'ai le besoin d'information. J'ai identifié 4 concepts dans ce besoin d'information-là: le diagnostic, le cancer, la spectroscopie Raman et l'apprentissage machine. Pour l'exemple, je laisse tomber le diagnostic parce qu'après ma recherche exploratoire, je me suis rendu compte que lorsqu'on parle de spectroscopie Raman, apprentissage machine et cancer, la plupart du temps, il est question de diagnostic, donc je peux laisser tomber ce concept-là. On aurait peut-être pu laisser tomber le concept d'apprentissage machine également, mais dans ce cas-ci, je garde les 3. Sous chacun des intitulés des colonnes, j'ai la liste d'expressions qui désignent ou qui se rapportent au concept, et c'est ces expressions-ci que je vais utiliser pour construire ma stratégie de recherche ou ma requête. Je vais faire apparaître ça. Donc, là, ici, j'ai déjà pris mes expressions, j'en ai fait une requête pour PubMed qui est rédigée avec la bonne syntaxe. Je ne vous demande pas de tout comprendre ça. Là, je vais aller vous présenter des éléments de la syntaxe de PubMed, puis je vais revenir à la requête par la suite. Donc, quand vous utilisez PubMed, comme dans la plupart des bases de données de littérature scientifique, vous pouvez utiliser les opérateurs booléens AND, OR et NOT. Par contre, dans PubMed, c'est souvent le cas, mais c'est le cas dans PubMed, il faut les entrer en utilisant les majuscules pour être certain que la requête va être bien interprétée. Ensuite, vous pouvez utiliser les guillemets, c'est-à-dire que si vous recherchez une expression qui est composée de plus d'un mot, il est fortement recommandé de l'encadrer de guillemets. De cette façon-là, vous êtes certain que la plateforme va chercher l'expression machine learning et non une notice au sein de laquelle il y aurait machine à un endroit et learning à un autre endroit, ce qui ne correspondra pas nécessairement à notre sujet. Vous pouvez utiliser l'astérisque pour la troncature. Je donne un exemple. Si on cherche cancer astérisque, bien, ça revient à chercher cancer au singulier, cancer au pluriel, cancerous et tous les mots qui débutent par les 6 premières lettres qu'il y a ici. Dans PubMed, ce n'est pas le cas dans toutes les bases de données. On peut combiner les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir une expression mise entre guillemets qui contient également une astérisque, dans ce cas-ci pour avoir Neural Network au singulier et au pluriel. Dans la colonne de droite, je vous présente les principaux codes de champ. On utilise les codes de champ pour dire à la plateforme où chercher les expressions qui se trouvent dans notre requête. Habituellement, la plupart du temps, on utilise le champ TIAB parce qu'on recherche des expressions dans le titre ou le résumé de l'article. Il va arriver qu'on va chercher seulement dans le titre et il va arriver qu'on va chercher dans les mèches, mais ça, je vais y revenir plus tard dans la présentation. Je vous ai donné un lien vers la liste exhaustive des codes de champ. Il en existe beaucoup plus, mais de manière générale, on utilise ceux-ci. Un avertissement,
surtout si vous avez l'habitude de travailler dans d'autres bases de données, c'est une particularité de PubMed. Les codes de champ doivent être entrés après chaque expression cherchée. Je vous donne une comparaison avec d'autres plateformes. Je compare avec Engineering Village, qu'on utilise pour Compendex et Inspect, là, les deux grandes bases de données en génie, ou Web of Science. Habituellement, on peut préciser à la fin de la parenthèse ou au début de la parenthèse dans quel champ on cherche la liste d'expressions mises entre parenthèses. Dans PubMed, il faut préciser le code de champ après chaque expression. Je vous le dis parce que quand on commence à utiliser la plateforme, c'est quelque chose qui est facilement oublié et puis qui va causer des erreurs. Il y a des questions? Je reviens à mon exemple de requête. J'ai mis en couleur certaines parties de la requête là, pour les faire ressortir. Donc, j'ai mis mon code de champ après chaque expression. La première parenthèse qui est ici, c'est mon premier concept, qui est combiné par un AND à mon deuxième concept, qui est combiné par un AND à mon troisième concept. Et donc, en lançant cette requête-là dans PubMed, je dis à la plateforme que je veux avoir des articles qui contiennent une des expressions qui est ici dans le titre ou le résumé et une des expressions qu'il y a ici dans le titre ou le résumé et une des expressions qui est ici dans le titre ou le résumé. Je vais retourner dans PubMed et je vais aller lancer la requête. Je vais revenir à la page d'accueil, mais ça ne change pas grand-chose. Rappelez-vous, quand j'ai commencé cette section-ci, j'ai parlé de recherche experte et non de recherche avancée. Là, c'est juste pour éviter une confusion avec le petit formulaire de recherche avancée qu'on va voir dans un instant, qui n'équivaut pas à la même chose. Donc, ce que j'appelle une recherche experte, c'est utiliser ce genre de requête-là que je viens de vous montrer, qui est très élaboré et qui va employer les codes de champ de PubMed. Quand j'ai fait la recherche simple au début de la présentation, comme je n'avais pas entré de code de champ, PubMed a interprété un peu ma requête, c'est-à-dire qu'il a essayé de voir au-delà des termes que j'ai entrés pour trouver des synonymes, par exemple, et donc il a interprété la requête que j'ai lancée, un peu comme Google le fait, mais de façon beaucoup moins importante. Là, cette fois-ci, puisque j'ai utilisé les codes de champ, il n'y a pas d'interprétation qui est faite de la part de la plateforme. Ce que j'ai entré là, c'est ce que je vais chercher et les résultats qui vont m'être retournés, c'est exactement ceux que j'ai demandé. Donc, quand on travaille de cette façon-là, on a vraiment plus de pouvoir là, sur la requête ou plus de contrôle sur la requête qu'on utilise et les résultats qu'elle produit. Et voilà, j'ai un peu plus de résultats que tantôt. Quelques autres fonctionnalités qui sont intéressantes à connaître et qu'on utilise plus quand on fait une recherche que j'ai appelée une recherche experte, c'est les fonctionnalités qu'on trouve sous Advanced. On va aller voir ça. Donc, sous Advanced, on trouve le Search Builder et l'historique de recherche. Je vais d'abord vous montrer le Search Builder qui peut être utile, en fait, que selon vos préférences, que vous allez trouver utile ou non. Je vous ai dit tantôt qu'une particularité de PubMed, c'était que quand on rédige la requête, on doit préciser le champ à interroger après chacune des expressions. Hein. C'est pour ça qu'on retrouve TIAB à plusieurs reprises dans ma requête. Je dois le préciser à chaque fois. Ce qui fait que c'est relativement lourd de rédiger une requête dans PubMed. Mais pour s'économiser un peu de temps ou de travail, on peut utiliser le Search Builder. Je vais vous montrer comment. Disons que je reprends mon premier concept de spectroscopie Raman.
que j'ai rédigé quand même en utilisant bien les guillemets et les astérisques, mais que j'ai rédigé sans entrer les codes de champ. Mais je peux utiliser le Search Builder pour ajouter les codes de champ. Donc, je vais aller choisir dans le petit menu ici, titre résumé, ou title abstract. Je vais cliquer sur Add. Et là, dans la Query Box, ma requête est réapparue là, mais avec les codes de champ appropriés. Cette fois-ci, ils sont écrits au long, donc c'est écrit Title Abstract, mais ça revient, c'est l'équivalent de TIAB, là, qui est la version abrégée du code de champ. Et là, je pourrais chercher ça, par exemple. Je reviens au formulaire avancé. Et donc, si je voulais, si j'avais travaillé chacun de mes concepts séparément, par exemple, là, je pourrais aller les ajouter un par un. C'est ce que je vais faire pour me permettre de vous montrer une autre chose qu'on peut faire dans le formulaire de recherche avancée. Donc, j'ajoute mon concept d'apprentissage machine. Je l'ajoute. Cette fois-ci, je vais utiliser la petite option Add to History. Comme ça, je vais rester dans cet écran-ci plutôt que de retourner à la liste de résultats. Et je vais ajouter ça ici. Donc, mon dernier concept de cancer, je vais l'ajouter à l'historique. Bon, je vous montre ça simplement pour vous donner un exemple de combinaison des requêtes de l'historique à l'aide d'opérateurs booléens en utilisant cette boîte-là. C'est-à-dire que là, j'ai les 3 morceaux de ma requête qui sont là, de la requête qui est ici, et je vais les combiner en utilisant un AND et les numéros de requête. Donc, je vais y aller avec 8 and 9, oups, and 10. Et donc, de le formuler de cette façon-là, à partir des requêtes que là, j'obtiens les mêmes résultats que j'obtenais ici. Je vous le montre pour que vous le sachiez, dépendant de votre méthode de travail, peut-être que vous préférez fonctionner comme ça ou y aller d'un coup comme j'ai fait la première fois. Je vous montre ça aussi pour vous dire que vous pouvez utiliser l'historique de recherche un peu de cette façon-là quand vous travaillez votre stratégie et que vous voulez vérifier un changement que vous avez fait à votre stratégie. C'est une manœuvre qui est vraiment très utile quand vous travaillez votre stratégie de recherche là, ou votre requête. Donc, c'est pour ça que je veux vous le montrer. Disons que je regarde ma stratégie qui est ici. Je regarde mon concept de cancer, puis je me dis, ah, j'ai oublié oncologie et les expressions qui ressemblent à oncologie, qui pourraient être intéressantes pour représenter mon concept de cancer. Donc, je veux ajouter oncologie à ma stratégie de recherche. Je vais simplement copier ma requête. Ici. Je vais ajouter onco tronqué comme ça. Je vais rester large. Je vais ajouter la requête à mon historique. Donc, de 220 ici, je suis passé à 222. Ce n'est pas une grosse différence. Je pourrais me dire, je vais garder onco tronqué sans plus de réflexion. Mais si je voulais savoir quels sont exactement les nouveaux résultats produits par l'ajout de onco tronqué à ma stratégie, mais je pourrais le faire en utilisant l'historique de recherche. Ce que je ferais, c'est que dans la query box ici, je peux dire, prends l'ensemble de résultats 12, les 222, et soustrait tous les résultats de 7, les 220. Donc, pour ça, je ferais 12 not 7. Je vais le mettre comme ça.
J'obtiens 2 résultats sans grande surprise, mais je pourrais aller voir exactement quels sont les résultats qui ont été ajoutés par Onco. Comme j'ai dit, dans ce cas-ci, c'est juste 2 résultats, ça n'a pas un gros impact. Mais si la modification que j'avais faite à ma requête avait ajouté 150 résultats, ben avant de décider si je conservais la modification que je venais de faire, ben je serais sûrement intéressé à voir quels sont ces 150 résultats-là. Et donc ensuite, il me resterait juste à cliquer sur le petit nombre qui est ici pour retourner à la liste de résultats. Et là, je peux voir qu'est-ce que ça fait d'ajouter Onco tronqué à ma stratégie de recherche. Question là-dessus? Je vais retourner au PowerPoint. Et 13h35, ça va, je crois qu'on est dans les temps. OK, donc là, c'est terminé pour la première partie où je vous montrais comment utiliser PubMed pour effectuer une recherche plutôt exploratoire ou une recherche plus élaborée. Recherche élaborée que vous effectueriez, par exemple, dans le cadre d'une revue de la littérature. Maintenant, on va aborder les mèches. Donc, on va passer à travers ce qu'il y a dans la diapositive à l'écran. Je vous ai mis le petit logo parce que c'est joli, mais aussi parce qu'il signifie quelque chose, ce logo-là, puis je vais y revenir. Je vous ai mis un exemple de liste de termes mèches qu'on trouve dans une notice dans PubMed. Je vous avais montré un exemple de ça au début. Et là, ben, on va répondre aux 2 questions qu'on a bien raison de se poser à cette étape-ci. C'est quoi les mèches et pourquoi est-ce qu'on les utiliserait? Donc, que sont les mèches? Je vais lire à peu près ce qu'il y a à l'écran là, et commenter un peu. Donc, les mèches, ça constitue un ensemble de environ 30 000 expressions qui servent à décrire un domaine de la connaissance, ici les sciences biomédicales et disciplines connexes. Donc, ces 30 000 expressions-là ont l'ambition ou l'objectif de décrire dans tous ces détails ce domaine de la connaissance. Je précise quand même que les mèches sont mis à jour à chaque année. Je le précise parce que j'avais dit que c'était un ensemble fini d'expressions, oui, mais qui s'adapte avec les années. Par exemple, il y a 3-4 ans, il n'y avait pas de mèche pour COVID-19 ou SARS-CoV-2. Bien, depuis 2020, il y a un mèche pour ces 2 expressions-là. Les mèches désignent un concept et non un mot. Dans la première partie de la présentation, on a fait une recherche en utilisant des mots. On disait à PubMed, je veux les articles qui contiennent tel ou tel mot dans le titre ou le résumé. Quand on utilise un mesh, on dit plutôt à la plateforme qu'on cherche des articles qui portent sur cette idée-là ou ce concept-là. Et donc, en théorie, quand on utilise les mèches, on aurait juste à trouver le mesh qui correspond à notre sujet sans avoir à se préoccuper de tous les synonymes comme on a dû le faire là, quand je vous ai présenté le plan de concept. Et finalement, et c'est là que je reviens à mon petit logo, les mèches sont organisées selon une hiérarchie ou une arborescence. C'est-à-dire que ce n'est pas un ensemble de 30 000 expressions désorganisées. Toutes ces expressions-là sont organisées. À la racine des mèches, si vous voulez, on a 6 mèches qui se déclinent en des mèches plus particuliers, qui se déclinent en des mèches plus particuliers, etc. Et c'est important de le mentionner parce que ça va avoir un impact quand on va faire notre recherche d'articles en utilisant les mèches. Parenthèse, jusqu'au début de l'année 2022, donc encore au début de cette année, c'était des êtres humains qui attribuaient les mèches à chaque article qu'on trouve dans Medline. C'est donc des spécialistes du sujet qui lisaient l'article et qui déterminaient cet article-ci porte sur tel sujet et l'humain attribuait les mèches. Pardon. Sans grande surprise, depuis l'été de cette année, ce processus-là a été automatisé et c'est maintenant des algorithmes ou des robots, appelez ça comme vous voulez, qui attribuent de façon automatique les mèches aux articles.
Il y en a certains qui remettent en doute ce nouveau processus-là, qui pensent que les mèches vont être moins utiles et moins bien attribuées. Mais bon, on va le voir dans les années qui viennent. Mais donc, sachez que c'est très récent. Maintenant, depuis quelques mois, les mèches sont attribuées de façon automatique et non pas de façon humaine. Le passage a été fait notamment pour une question de ressources. Le nombre d'articles ajoutés à la base de données est plus grand à chaque année et aussi, mais c'est lié, mais parce que quand c'était des humains qui effectuaient le travail, il y avait un délai assez important entre le moment où l'article était ajouté à la base de données et le moment où les mèches étaient attribuées. Avec le processus automatisé, c'est beaucoup plus rapide, comme vous pouvez l'imaginer. Pourquoi utiliser les mèches? D'abord, ils permettent une autre façon d'approcher la recherche d'articles scientifiques. C'est ce que je vais vous montrer en premier par la suite. Ensuite, en complément au vocabulaire libre, ce que j'appelle le vocabulaire libre, c'est la recherche au titre et au résumé, comme je vous l'ai montré dans la première partie. Donc, en utilisant le vocabulaire libre en combinaison avec les mèches, donc la recherche titre-résumé avec les mèches, on peut élaborer des requêtes qui visent un haut niveau d'exhaustivité. C'est-à-dire que si on veut maximiser nos chances d'obtenir tous les articles sur le sujet qui nous intéresse, on gagne à utiliser la recherche titre-résumé et la recherche avec les mèches. Je vais y revenir un peu plus tard. Et finalement, les mèches peuvent être très utiles simplement comme dictionnaire ou encyclopédie des sciences biomédicales. Chaque mèche a une petite définition et par sa situation dans l'arborescence des mèches, c'est très utile de consulter un mèche quand on veut, quand on s'intéresse à un sujet biomédical qu'on connaît peu. C'est un bon point de départ, la base de données des mèches pour se faire une idée, pour trouver un point de repère. Est-ce que ça va? Donc, je vais d'abord vous montrer comment on pourrait utiliser les mèches pour effectuer une recherche d'articles plutôt que d'utiliser la recherche titre-résumé. Et je vais toujours utiliser mon même exemple là, de diagnostic du cancer par la spectroscopie Raman et l'apprentissage machine. Avant de faire notre recherche à l'aide des mèches, il faut vérifier s'il y a bien un mèche qui existe, qui décrit notre sujet. Donc, je vais retourner à la démonstration. Et je vais aller dans la base de données des mèches. Et donc, ce qu'on fait typiquement, par exemple, là, je vais prendre l'exemple de l'apprentissage machine. Avant de pouvoir faire une recherche d'articles scientifiques en utilisant le mèche correspondant, je dois vérifier s'il y a bel et bien un mèche qui désigne l'apprentissage machine. Donc, pour faire ça, on consulte la base de données des mèches. Donc, je vais entrer simplement Machine Learning et j'ai déjà une suggestion qui correspond à ce que je cherche. Ça regarde bien. Je lance ma recherche avec Machine Learning et la base de données me retourne les résultats qui contiennent les mots que j'ai utilisés, soit dans le titre ou dans la définition. Là, ça semble assez clair. Je m'intéresse au Machine Learning. Il y a un mèche qui s'intitule Machine Learning. Si j'ai encore un doute, je peux lire la petite définition, mais ça semble bon. Donc, je vais cliquer sur le mèche. Pardon. Je me retrouve dans la notice du mèche. Avant de parcourir les détails de la notice, je veux tout de suite vous montrer, à partir de là, comment je pourrais faire pour interroger PubMed à l'aide du mèche Machine Learning. J'irai dans la colonne de droite et j'utiliserai le Search Builder qui est ici. Je cliquerai sur le bouton Add to Search Builder. Il y a une requête qui commence à se construire dans la petite boîte. Ici, vous avez le code de champ pour chercher dans le champ des mèches. Et je pourrais tout de suite lancer la recherche dans PubMed en cliquant sur Search PubMed. Ma requête se retrouve ici et j'ai les 50 quelques mille résultats pour lesquels on a attribué le mesh Machine Learning dans la base de données. Je reviens à ma notice mesh.
Donc, on a le mesh, on a la description ou la définition, pardon. Et je vais tout de suite aller en bas pour vous montrer la fameuse hiérarchie ou arborescence. Ici, vous avez le mesh et où il se situe dans l'arborescence. Donc, il y a des meshs plus particuliers qui se trouvent sous celui-ci et il y en a qui sont plus générales, qui sont en haut. Remarquez que un mesh peut se trouver à différents endroits dans l'arborescence. Là, c'est le cas ici. En fait, c'est algorithme qui est classé sous concept mathématique ou méthodologie computationnelle. Quand j'ai utilisé le mesh dans ma recherche ici tantôt, par défaut, PubMed a aussi cherché les articles qui comportaient un mesh plus particulier. Donc, en cherchant le mesh Machine Learning, j'ai également cherché les articles pour lesquels il y avait le mesh Deep Learning, etc. Et au niveau plus bas également. Donc, Support Vector Machine était cherché également. Dans certains cas, ça peut être très utile, ça. Si, peu importe la raison, vous devez chercher uniquement ce mesh-là et pas ces concepts plus particuliers, vous pourriez le faire en allant cocher la petite case qui est ici, Do not include mesh term found below, blablabla. C'est assez explicite. Donc, je vais juste le cocher pour vous donner un petit exemple. Vous voyez, le code de champ a été adapté en conséquence. On a mesh, no exp pour no explode. Et donc, l'explosion, dans ce cas-ci, ce qu'elle signifie, c'est qu'on exploserait la recherche au mesh plus particulier qui se trouve sous le mesh qu'on a utilisé. On pourrait également utiliser le mesh, mais seulement qu'en tant que major topic. C'est-à-dire que chaque article dans Medline se voit attribuer une liste de mèches et certains des mèches qui sont attribués sont identifiés comme des major topics. Ils sont identifiés par un petit astérisque. Ce que ça veut dire, c'est que le concept désigné par le mesh occupe une place particulièrement importante dans l'article. Et donc, on pourrait faire ça ici. Et encore une fois, mon code de champ est ajusté en conséquence. C'est écrit major ici parce que je cherche des articles pour lesquels il y a le mesh machine learning et que ce mesh-là est un major topic. Dernière petite fonctionnalité de recherche que les meshes nous offrent, c'est les subheadings. Les subheadings, c'est des qualificatifs qui sont attribués aux meshes pour en préciser le sujet. Un exemple simple, disons que je m'intéresse à l'utilisation éthique de l'apprentissage machine, mais je pourrais aller cliquer le petit subheadings qui est ici. Et vous voyez encore une fois, la requête est construite de la bonne façon. Donc, j'ai machine learning / ethics. Et donc, dans PubMed, j'ai 32 résultats seulement qui correspondent à ce sujet-là. Je vais juste aller dans la notice pour vous montrer la liste de mèches là, et donner quelques dernières petites précisions. Donc, Machine Learning Ethics se trouve ici. Le petit astérisque qu'on voit signifie que ça, c'est un Major Topic. Donc, si j'avais cherché Machine Learning en Major, j'aurais capté cet article-là encore une fois. Et Machine Learning avec différents subheadings peut apparaître. Là, vous voyez ici apparaître 3 fois. Question là-dessus? Parfait. Donc, maintenant, je vais vous montrer rapidement comment je pourrais effectuer, en exploitant seulement les mèches, la même recherche que je fais depuis le début, c'est-à-dire une recherche sur la spectroscopie Raman et l'apprentissage machine pour diagnostiquer le cancer. Je pourrais faire cette recherche-là uniquement avec des mèches. Donc, ce que je ferais, c'est que je trouverais chacun des mèches, je construirais une requête à l'aide du Search Builder et je lancerai la recherche dans PubMed.
C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, j'ai mon premier concept, ça va. Je vais aller chercher le deuxième, qui est la spectroscopie Raman. Ah, je l'ai déjà ici. Ça arrive. C'est peut-être surprenant. L'expression qui est utilisée ne correspond pas exactement à ce que j'avais en tête. J'ai un doute. Je vais aller consulter les entry terms ici, qui sont disons, des synonymes, ou ce qui signifie en fait, c'est que si je m'intéresse à la spectroscopie Raman, ben, je dois utiliser le mesh qui est ici. Donc ça me permet cette fois-ci de confirmer que j'ai bel et bien le bon mesh, même s'il n'y a pas nécessairement la forme à laquelle je m'attendais. Je l'ajoute à ma requête avec le Search Builder et il ne me reste plus qu'à aller chercher cancer. Autre possible surprise, le mesh pour cancer dans PubMed, c'est néoplasme, qui signifie tumeur. Encore une fois, si j'ai un doute, je peux aller voir les entry terms. Cancer est là. Et en fait, c'est pas si surprenant une fois qu'on y pense. Néoplasme désigne des tumeurs. Et donc, en utilisant ce mesh-ci, ben, je vais avoir tout ce qui porte sur les tumeurs, mais qu'elles soient cancéreuses ou qu'elles ne soient pas cancéreuses. Je l'ajouterai à ma requête. Avant de lancer la requête, je veux juste prendre une petite minute pour qu'on aille regarder l'arborescence de néoplasme, qui, comme vous pouvez peut-être vous l'imaginer, est extrêmement élaborée puisqu'on est dans une base de données de littérature en sciences de la santé. Donc, je vous parcours la liste, là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et notez qu'à chaque fois que vous voyez un petit point comme ça signifie que l'arborescence se poursuit sous le mesh qu'on voit, par exemple. Bon, là, dans ce cas-ci, il y en a juste un autre, mais des fois, ça peut continuer à un ou deux niveaux plus bas. Et comme là, vous voyez, dans ce cas-ci, d'utiliser le mesh, c'est extrêmement économique parce que j'ai juste à dire néoplasme, crochet MH, et je vais capter tous les articles sur lesquels il y a n'importe quel des mèches qui se trouvent dans cette très longue liste-là. Évidemment, c'est assez rare qu'on effectue des recherches sur tous les types de cancers. Là, habituellement, on précise davantage, mais pour mon exemple aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Donc, ma requête est là, j'ai mes trois concepts. Je vais lancer la recherche dans PubMed. Et j'obtiens 75 résultats, ce qui est quand même beaucoup moins que ce que j'obtenais avec ma recherche titre résumé. On peut imaginer que dans ces 75 résultats-là, le taux de pertinence des articles est un petit peu plus élevé. Il risque d'avoir plus d'articles pertinence par rapport au nombre d'articles total que j'en avais dans ma recherche titre résumé. Par contre, il est certain que certains articles sont juste captés avec les mèches, alors que d'autres articles étaient juste captés avec la recherche titre résumé. C'est pour ça que j'ai dit plus tôt qu'il est utile d'utiliser les deux quand on fait une requête qu'on veut la plus exhaustive possible. Je reviens un petit instant à mon PowerPoint. Donc, pour le mettre sous forme de plan de concept, quand j'ai utilisé les trois mèches que vous voyez là, c'est comme s'il y avait une expression par colonne du plan de concept et ça donnait la requête que là. Disons que je suis toujours dans mon scénario d'utilisation où je veux faire une recherche très exhaustive, que j'aimerais idéalement avoir tous les articles scientifiques de la base de données Medline qui portent sur ce sujet-ci. Au risque de me répéter, je gagnerais à utiliser la recherche en vocabulaire libre, c'est-à-dire titre résumé, en combinaison avec les mèches. Et donc, si on veut représenter ça sous forme de plan de concept, ça donnerait le tableau suivant. Donc, ma première ligne en bleu,
c'est le mesh. Et ensuite, j'ai les expressions que je cherche au titre et au résumé. Et sous forme de requête, ça donne la requête qui se trouve ici. Donc, chacune de mes parenthèses débute par le mesh, suivi des expressions qui sont cherchées au titre et au résumé, combiné avec un AND, le mesh, les expressions titre-résumé, etc. Je vais aller lancer cette requête-là dans la plateforme. Encore une fois, vous pouvez le faire avec moi. Là, c'est la dernière requête qu'il y a dans le petit fichier texte que je vous ai transmis. « 238 résultats. Je vais aller dans l'historique de recherche pour qu'on puisse les regarder ensemble. Donc, mesh et titre résumé 238. Ça en donne pas beaucoup plus que ma recherche titre résumé, mais ça en donne quand même un nombre plus élevé. En fait, il faudrait regarder celui avec 220, là, parce qu'ici, j'avais ajouté Onco. Dépendant du sujet sur lequel vous allez travailler, l'ajout des mèches va avoir un impact plus ou moins grand. Mais comme je vous dis, si vous visez un bon niveau d'exhaustivité, il est toujours conseillé d'utiliser et les mèches et la recherche titre résumé. Est-ce que vous avez des questions sur les mèches? C'est bon, il nous reste 20 minutes. Je pense que je vais être capable de passer à travers toute la présentation. OK. Bon, je voulais juste faire une petite parenthèse avant de passer à mes points en vrac. Il va arriver, justement, quand vous faites ce genre de recherche-ci, là, où vous voudriez obtenir tous les résultats qui portent sur un sujet en particulier, par exemple parce que vous effectuez une revue de la littérature, il va arriver que vous faites votre plan de concept, vous énumérez vos synonymes, que vous lancez la recherche, il va arriver que vous obtenez un nombre très important de résultats. Et là, ça peut être dur de gérer ce nombre très important de résultats-là. Mais dans ces cas-là, il peut être utile d'utiliser, au moins pour commencer, seulement la recherche au titre et seulement les mèches major, par exemple, ce qui va réduire votre nombre de résultats et qui va augmenter le taux de pertinence des résultats que vous allez obtenir. Là, dans ce cas-ci, j'avais un sujet pour lequel il n'y a pas énormément de résultats, donc c'était facile à gérer, mais sachez que parfois, il est utile de commencer avec la recherche au titre seulement et les mèches major. Donc, voilà pour ça. Je n'avais pas de questions. Pour les derniers petits points que je veux vous présenter, je ne ferai pas de démonstration. Je vais juste vous montrer les diapositives de mon PowerPoint puis vous donner quelques explications. Et après ça, ça va compléter le webinaire. D'après moi, on devrait finir dans 5 minutes. Alors, je vous ai mis dans la présentation PowerPoint une diapositive qui vous explique rapidement comment télécharger vos résultats pour pouvoir les ouvrir dans Zotero ou EndNote. Donc, si vous utilisez un logiciel de gestion bibliographique, vous pouvez transférer vos résultats de PubMed à EndNote ou Zotero. Vous avez juste à suivre les petites indications qu'il y a là. Je vous ai aussi mis les étapes pour vous créer un compte MyNCBI. MyNCBI est comme une entité là, qui englobe PubMed et d'autres bases de données. Et donc, vous pouvez vous créer un compte NCBI avec votre adresse à Polytechnique en passant par les étapes qu'il y a là. À quoi ça sert de créer le compte MyNCBI? Bien, ça vous permet de sauvegarder des recherches, paramétrer des alertes et des alertes par courriel. Là. Par exemple, si vous avez une bonne stratégie de recherche et que vous voudriez obtenir les résultats qui sont publiés ultérieurement, captés par votre stratégie de recherche, vous pourriez paramétrer une alerte par courriel.
Puis vous avez aussi d'autres options là, pour contrôler l'affichage des résultats, là, par exemple, pour surligner vos termes de recherche, des choses comme ça. Et dernière chose, je vous ai donné des petites instructions et des conseils pour effectuer une recherche par auteur dans PubMed. Donc, quel champ utiliser, sous quelle forme entrer le nom de l'auteur et dans certains cas, si votre nom d'auteur n'est pas un nom très spécifique, il pourrait être utile d'ajouter la chaîne qu'il y a ici, la partie de requête qu'il y a ici, afin de limiter vos résultats à Polytechnique Montréal. Mais c'est rare qu'on a besoin de faire ça. Dans un exemple selon lequel on aura un auteur de Polytechnique Montréal, évidemment. Donc, ça clôt la présentation.